soir, Quatre chemins, 4e heure. Alors là, je viens de faire une découverte surprenante qui remet tant de choses en question. C'est-à-dire que notre cerveau déciderait avant nous. Juste avant que la volonté n'ordonne au corps de faire un geste, le cerveau a en fait initié le geste à notre insu. Alors là, il y a des gens qui sont en position pour un marathon, là, une course à pied, etc., tout le bazar, puis ils sont là, puis tu te dis, là, qui va décider? Ben, ça a l'air que le corps va prendre la décision avant que la personne prenne la décision elle-même. C'est quand vous dites, c'est extrêmement troublant. Hein? Une découverte étonnante qui oblige à revoir la notion de libre arbitre. Parce que peut-être qu'on est commandé par l'instinct. Dans bien des cas. Plus qu'on ne le saurait le dire. C'est certain qu'on compte depuis toujours sur les physiciens pour en savoir davantage sur le monde, sur ce qui constitue le monde, la nature, l'étendue de ses dimensions spatiales, temporelles, etc. Or, que disent désormais un nombre croissant de ces physiciens qu'au fond du monde, ils ne savent pas grand-chose du monde. Ça paraît un comble. Alors on leur objecte que leur discipline a accompli d'immenses progrès tout au long des siècles derniers, que leur savoir permet de décrire la matière jusque dans son intimité, de remonter aux origines de l'univers, d'inventer de toutes pièces d'extraordinaire technologie. Ben oui. Mais ils expliquent tout de suite que s'ils ont effectivement développé un modèle de représentation de toute chose, il ne s'agit que d'un modèle de représentation et non pas de la réalité des choses elles-mêmes. Comment cela se peut-il? Eh bien, je vais vous dire, moi, mon intérêt pour ce délire, si vous me permettez la formule, a commencé avec la curiosité que j'avais pour l'atome. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai découvert que le reste du mot, en tous les cas, tome, c'était sécable. Alors donc, l'atome peut donc être brisé. Mais le mot choisi à l'époque, où on en a fait la découverte, sécable, atome, signifiait que l'atome ne pouvait pas être brisé. Le A est privatif. Alors, à un moment, pour une pièce de théâtre que j'écrivais, pour laquelle j'avais besoin d'un monologue qui allait porter sur les découvertes du monde atomique, j'ai conçu un monologue, mais qui s'est inspiré d'une description de ce qu'est l'atome. L'atome, ça a l'air d'une question qui est... Bon, c'est une question faussement naïve, vous allez voir, il faudrait un super microscope pas encore inventé à ce jour pour voir exactement ce que c'est qu'un atome. Mais si on le voyait, l'atome, on verrait, on commence à le voir du reste. Il y a des microscopes qui permettent maintenant de voir, mais pendant bien longtemps, ça n'existait pas. Alors, on verrait, si on pouvait le voir, que le bois qui a servi à fabriquer la chaise, vous devez vous imaginer une chaise maintenant, hein? Ce bois-là est fait de molécules, assemblant entre autres des atomes de carbone. Bien. C'est comme les pièces d'un Lego moléculaire qui tiennent ensemble. Comment tiennent-elles ensemble, ces pièces? Car de l'énergie s'est investie dans les liaisons chimiques. En traits lumineux sur le dessin que j'ai sous les yeux, là, tu vois ça, là, c'est très bien clair. En tous les cas, je sais que vous ne profitez pas de cette... mais moi, j'en profite pour vous le décrire mieux. Hein? Les pièces, bon... investi de liaisons chimiques. Bien. De même, l'électron reste solidaire du noyau de l'atome grâce à de l'énergie dite d'ionisation. Quant aux nucléons, on parle toujours d'une chaise, là, c'est la présence d'énergie nucléaire qui leur permet de former un noyau cohérent. La masse de chaque assemblage est inférieure à la somme des masses des pièces qui le constituent. E égale mc2. Einstein, hein? Bon. Cette masse manquante fournit l'énergie de liaison qui fait que la matière tient debout. Après la description que je viens de vous faire, là, pensez-vous que c'est quelque chose de matériel que vous avez vu là? Eh bien, mes amis, c'est vraiment la description absolument rigoureuse d'une chaise en bois. Hein?
Voilà, les atomes de carbone, les pièces du Lego moléculaire qui se tiennent ensemble parce que l'énergie s'est investie dans les liaisons chimiques. L'électron reste solidaire du noyau de l'atome grâce à de l'énergie, dite ionisée. Bref, quand on arrive au bout du compte, on se dit, est-ce que ça existe vraiment une chaise? C'est là qu'il est le problème. Est-ce que, là, j'en ai une devant moi, là, puis je me dis, est-ce que je vais prendre le risque d'essayer de m'asseoir là-dessus? C'est pas possible. Vous comprenez? C'est du vent, c'est du vide. Hein? Tout ce que je viens de vous décrire, là, c'est rigoureusement une définition qui est reprise d'une publication scientifique de vulgarisation dans laquelle on essaie d'expliquer ce phénomène de l'atome. Donc, maintenant que l'on sait pouvoir pénétrer maintenant. Et maintenant, le pénétrer, ça signifie s'associer, si vous voulez, à une démarche qu'on appelle la démarche de la mécanique quantique. Et c'est de ça dont je vais vous entretenir au cours de cette émission. Et c'est à propos de ça que je vais vous poser la question la plus troublante qui soit. Le monde existe-t-il vraiment? Car de plus en plus de physiciens en doutent si tout n'était qu'une hallucination. Je ne sais pas comment vous allez recevoir cette information, mais moi, personnellement, je vous dirais que je trouve ça extrêmement vertigineux. Que l'on pense, par exemple, que l'atome est constitué en très grande partie de vide. Et c'est sur tout ça qu'on compte pour bâtir des édifices, des tables, des chaises, etc. Bien. Et on se dit, mais alors vraiment, ceux qui ont conçu, par exemple, la bombe atomique devaient avoir des moments de doute, hein? Et pourtant, ça a sauté. Donc, il doit y avoir une énergie, donc, etc. Les règles qu'on a imaginées, les lois qu'on a imaginées sont des lois qui étaient donc valables. N'est-ce pas? Bien. Alors, ici, comportement de la matière aux échelles microscopiques est dicté il y a 80 ans, bien sûr, c'est ça. Alors, d'audacieux physiciens qui se sont réunis au cours de l'été au bord du lac de Constance, c'est en Allemagne, ça? Oui. Une cinquantaine de théoriciens, parmi les meilleurs au monde, en sont parvenus à formuler l'hypothèse, tenez-vous bien, que le monde pourrait être qu'une sorte d'hallucination partagée. Ça va bien. Mais Platon, Démocrite, Kant et bien d'autres, d'ailleurs, avant eux, avaient eu l'intuition de ça. C'était des philosophes. Ils se sont dit, il nous semble bien qu'au bout du compte, il n'y a pas une réalité aussi concrète que ce qu'on croit, que ce qu'on pense, que ce qu'on croit saisir et que nous-mêmes, nous sommes, etc., etc. Ça donne à réfléchir. Je ne sais pas à quoi ça donne à réfléchir toutefois, parce que je trouve ça très troublant. Ce que nous prenons pour la réalité n'est que l'information que nous avons sur elle. Cela change tout. Non seulement les lois de l'infiniment petit deviennent enfin compréhensibles, mais les notions de temps, de matière et d'espace sont à réinterpréter en termes informationnels pour que notre monde existe vraiment et non pas nous apparaître simplement comme une hallucination informationnelle. Hein? Mais c'est très sérieux ce que je vous raconte là maintenant. Je puise ça, je vais vous donner ma source tout de suite parce que c'est très important que vous soyez rassurés à ce sujet-là. Je puise ça dans un récent numéro, celui d'octobre 2005, le numéro 1057 de Science et Vie, dont la page couverture porte le titre suivant « Le monde existe-t-il vraiment ?» Point d'interrogation, bien sûr, c'est pour donner à réfléchir, c'est évident. Et alors, aux limites de la matière, la réalité n'est plus une certitude. Voilà à quoi on aboutit. Un siècle que les physiciens butent sur ce problème, les lois qui régissent l'infiniment petit apparaissent incompréhensibles. Ça, c'est à l'intérieur de l'atome, l'infiniment petit. Or, tout s'éclaire si la réalité quantique, c'est ce qu'on appelle... c'est comme ça qu'on appelle cette partie-là de la matière, là, n'est qu'une hallucination. De quoi tout révolutionner. Alors là, on commence à parler, on dit, bon, venu, attendez voir, Christopher Fuchs
ouvre la série des conférences qu'il organise en ce mois d'août 2005, venues principalement des États-Unis, du Canada, de Grande-Bretagne, mais aussi d'Italie, de France et d'Australie. La cinquantaine de théoriciens et de philosophes réunis pendant une semaine aux frais de l'Université de Constance sont parmi les meilleurs spécialistes mondiaux des lois sur le comportement de la matière aux échelles microscopiques. Des chercheurs très respectés qui n'hésitent pourtant pas à dynamiter leur propre héritage. Impossible pour les non-initiés de suivre dans le détail les arguments mathématiques sophistiqués échangés lors des discussions qui se prolongent tard dans la nuit. Toutefois, tous tournent autour d'une même idée. La physique n'est peut-être pas là pour nous parler de la réalité matérielle. Le monde qu'elle décrit n'est peut-être qu'une gigantesque hallucination. Oui, je sais, on tombe de haut. Bon, pourvu qu'on se fasse pas trop mal. Chacun n'a-t-il pas en tête que la physique, comme la définissent sans ambiguïté les dictionnaires, a pour objet l'étude des propriétés de la matière? Non? C'est ça, la définition, allez voir dans le dictionnaire. C'est bien en se penchant sur des objets aussi tangibles qu'un caillou sur le rivage du lac de Constance que les physiciens ont élaboré les théories actuelles. Alors quoi? Simple. À force de tirer sur les fils de la réalité, c'est-à-dire en pénétrant de plus en plus à l'intérieur de ce qu'on va appeler, faute de mieux, la matière, dont nous sommes constitués d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, les physiciens en ont presque fait disparaître l'étoffe. C'est comme s'il n'existait plus rien que des formules. Et c'est la définition même de la physique qui d'un coup s'effiloche. L'érosion a en fait commencé dès le début du 20e siècle. Lorsque les physiciens ont pu sonder l'intimité de notre monde matériel, ils ont été alors plutôt surpris de ce qu'ils ont découvert. Ils étaient en effet habitués jusque-là à représenter les objets sous la forme d'ondes ou de particules se déplaçant dans l'espace et le temps, comme les vagues à la surface de la mer et des boules de billard sur le tapis vert. Seulement une fois observées de très près, la lumière, les atomes ou les électrons ne semblent pas du tout se comporter ainsi. Par exemple, dans certaines conditions, la lumière, considérée jusqu'ici comme une onde, affiche crânement un comportement digne d'une particule. À l'inverse, l'électron, qui semblait ne pouvoir être autre chose qu'une particule, se met parfois à agir comme une onde. Et c'est dans ce monde de fous-là qu'on vit. Ne vous attendez pas à ce que ça devienne beaucoup plus transparent. Hein? Je vous le dis tout de suite. La théorie quantique en physique ne parle pas de la matière, mais de ce qu'on en sait. Il faut considérer donc l'information quantique non comme une application de la théorie, mais comme son fondement. Comme c'est dit, je suis en train de vous dire autrement dit que le fondement de la matière, c'est l'information à son sujet. C'est-à-dire, en tous les cas, les débats de Constance portaient là-dessus. Se dire que la mécanique quantique ne parle pas de l'objet lui-même, mais de ce que l'on en sait. Voilà, d'une part, il y a ça. Ensuite, l'information ne comporte pas du tout comme la matière. Contrairement à un caillou, elle n'a pas de position spatiale ni temporelle et on peut à loisir la dupliquer, la partager, la résumer, la supprimer. Je ne vous dis pas que je comprends tout ce que je vous raconte maintenant. J'essaie de comprendre. Et ce que je vous raconte, c'est simplement pour essayer de voir comment on peut tout de même, sans être enfermé dans ces laboratoires ou au lac de Constance, hein, qu'on puisse essayer d'y comprendre quelque chose, dans cette étrangeté. Dans cette étrangeté qui est le monde dans lequel nous vivons. Par exemple, quelques exemples de ce monde bizarre. Comment un système peut-il être dans plusieurs états à la fois? Il peut être d'un côté ou de l'autre à la fois. Comment, par exemple, ici, deux systèmes ayant des caractéristiques communes, ce que l'on apprend sur l'un nous renseigne aussitôt sur l'autre. La présence de hasard dans le monde quantique? Question. L'expression d'un manque d'information qui nous oblige à s'en remettre au hasard pour répondre à la question posée. En fait, ça doit être le hasard parce qu'on ne comprend pas ce que ça pourrait être d'autre. Le pendant de la quantification de l'information elle-même, qui se réduit à des réponses binaires, oui, non, 0, 1, etc. Si l'on part du principe que la notion fondamentale de la mécanique quantique est l'information, une compréhension très naturelle des phénomènes quantiques émerge. Je suis très content de savoir que quelqu'un trouve ça facile. Apparemment, donc, ça émerge, donc il n'y a plus de matière. Bon, c'est plus que ça qu'on constate. Mais au-delà de cette élégance
contexte pédagogique, cette idée n'a cessé depuis 2 ans de prendre de l'ampleur, nous explique-t-il ici, à coup de théorèmes que cette nouvelle interprétation de la mécanique quantique espère changer le cours de la physique. Le but n'est plus maintenant d'interpréter le corpus quantique, mais de le réinventer, ne plus prendre pour acquis que ces lois empiriques bricolées au début du 20e siècle, mais de démontrer quelles sont les conséquences de contraintes liées à l'acquisition, à la représentation et à la transmission de quoi? De l'information. Et non plus de la matière. Rendu à ce niveau-là, il n'y a plus rien d'autre que l'information. Quand on creuse, la matière comme telle disparaît, et c'est comme l'information seulement sur la matière qui s'impose à nous. Je sais que je parle comme quelqu'un qui délire. Je suis parfaitement conscient de ça, mais vous voyez, c'est que la science nous entraîne là, maintenant. Et puis, j'ai pas du tout l'espoir de vous éclairer sur le fonctionnement de la matière, mais simplement d'attirer votre attention sur l'existence d'un tel phénomène et sur ce que ça peut signifier par la suite. Hein? J'y viens dans la suite de l'émission, vous allez voir. Alors, on parle de principes de départ qui diffèrent. Pour certains, l'information est subjective et dépend de celui qui pose la question. En science, là. Elle est objective pour d'autres comme une sorte de nouvelle substance qui existe indépendamment de l'observateur. Dans certains cas, c'est ça, dans l'autre, c'est différent. Ce que l'on croyait jusqu'ici attaché à cette réalité sera en fait principalement lié à notre regard. Donc, c'est celui qui regarde qui est en train de fabriquer le message qui va nous coder la réalité, pour ainsi dire. Ensuite, qu'est-ce que je trouve ici? C'est très difficile de s'exprimer sur ces questions-là, parce que c'est très difficile d'en parler, parce que c'est une science qui est devenue extrêmement complexe et je pense qu'il y a plus seulement que les physiciens entre eux qui se comprennent, encore se comprennent-ils. On dit une théorie sur la représentation et la manipulation de l'information dans un monde qui en contraint les transferts. Il y a un théoricien canadien d'origine sud-africaine qui explique son approche en prenant en exemple le travail d'Einstein en 1905 pour sa relativité restreinte, plutôt que d'essayer de construire une image des phénomènes à partir de schémas élémentaires. Einstein est parti de 2 principes empiriques, relativité, constance de la vitesse de la lumière, etc., puis le vide autour. On est à peu près comme ça, on n'est pas rendu là. Ici, j'avais quelque chose qui m'indiquait qu'on pouvait peut-être conclure avec ça, cette intervention-là. Il y a 3 principes, au fond, finalement, qui contraignent les transferts d'informations. L'impossibilité d'envoyer une information plus vite que la lumière, l'impossibilité de cloner l'information d'un système à l'état inconnu, et l'impossibilité de s'assurer de la sécurité inconditionnelle de la procédure cryptologique de mise en gage. Un travail déroutant. Mais celui d'Einstein l'était déjà. Je m'excuse d'être aussi confus que ça. J'essaie de tirer simplement les éléments qui sont les plus susceptibles de nous faire, comment je pourrais dire, découvrir par nous-mêmes un peu que nous vivons dans un monde extrêmement tripatif et que on est en train, avec la mécanique quantique, de déboucher sur une connaissance du monde qui serait plutôt une théorie de la connaissance du monde. Comment désormais voir le monde? Voilà. Et si tout n'était qu'information? On nous dit ici, je vous rappelle que c'est un article paru dans un ouvrage scientifique, de vulgarisation scientifique, devrais-je dire, d'octobre 2005, de Science et Vie, avec le titre « Le monde existe-t-il vraiment ?» puisque de plus en plus les physiciens en doutent, plus ils creusent dans ce qui leur devait être la matière, plus finalement ils débouchent sur quoi? Sur ce qui serait maintenant les décombres de ce que nous croyons être la réalité, peut-être. Mais sur ces décombres apparaît une nouvelle physique en train de naître, celle qui envisage toute chose à partir de la seule notion d'information au point de redéfinir temps, espace et matière. À la clé, la découverte d'un monde nouveau, le nôtre. Et alors là, l'auteur y va d'une formule qui m'a bouleversé. Il dit « Bienvenue dans la matrice ». Je me dis, c'est pas possible, c'est pas vers ça qu'on s'en va. Mais oui, l'exemple qu'il donne, si vous voulez, de ce qui est la réalité, c'est l'exemple de ce qui existe dans le film des frères Wachowski,
dont on parle nommément, du reste, ici, et qui s'intitule, comme vous savez, Matrix. Alors que d'un côté, il y a une humanité qui est en contact avec une autre humanité qui, elle, est totalement dans un univers différent, d'illusions, etc., et qui se définit relativement, en tous les cas, comme notre univers se définit présentement aux yeux de la physique quantique. Assez fort. Je sais très bien que ça devient difficile à saisir, mais c'est comme ça. Bon. Alors, bienvenue dans la matrice. Et si c'était là le vertigineux message que nous adressaient aujourd'hui les spécialistes des lois qui régissent notre monde aux échelles microscopiques, loin de décrire le comportement de la matière, la mécanique quantique, affirme-t-il, ne nous parle que d'informations. Résultat, alors que l'on pensait toucher les fondements tangibles de notre monde, ces fondements disparaissent pour ne laisser qu'une sorte d'hallucination collective, un artefact généré par notre propre questionnement. Comment ne pas alors songer à Matrix, et c'est là qu'il mentionne le titre de la trilogie réalisée par les frères Wachowski, car il est tentant de faire le parallèle avec le programme informatique omnipotent qui, dans le film, contrôle l'humanité en lui donnant à croire qu'elle vit dans un monde certes apaisé mais virtuel. Dans un article publié l'an dernier, le mathématicien John Barrow de l'université Cambridge, Angleterre, n'imagine-t-il pas une civilisation, on le cite, seulement un peu plus avancée que la nôtre, qui soit capable de simuler l'apparition des étoiles et la formation des systèmes planétaires, puis, en intégrant les lois de la biochimie, d'observer l'évolution de la vie et de la conscience, puis de regarder les civilisations croître et communiquer entre elles, se disputer sur le fait de savoir s'il existe un grand programmateur dans le ciel ayant créé leur univers, bref. L'idée que nous ne serions que les créatures virtuelles d'un immense jeu vidéo n'a rien d'absurde, disent les auteurs de l'article. À ceci près qu'elle relève moins de la science que de la fiction, puisque nous ne pouvons réaliser une expérience qui la réfuterait. Contrairement aux héros de Matrix, nous ne disposons pas d'une pilule rouge pour passer de l'autre côté de l'écran. Vous savez, à un moment, il y a deux pilules, la rouge, là. Si tu prends la rouge, tu vas passer de l'autre côté. Si tu prends la bleue, tu passeras nulle part. Bon. La lame de fond informationnelle qui déferle depuis quelques années sur la physique pousse certains à jouer avec ce scénario. C'est que l'idée est féconde, si on la prend dans le bon sens, non pour nous emporter vers une réalité au-delà des apparences ou démasquer un éventuel grand programmateur, mais au contraire pour se reconcentrer sur notre monde et redéfinir le rapport physique que nous entretenons avec lui. Il suffit de partir d'une remarque, nous n'avons accès à la réalité que par les informations que l'on a sur elle. L'information est le médiateur entre le matériel et l'abstrait, entre le réel et l'irréel. On parle ensuite que c'est une citation du physicien américain Hans Christian von Baer. C'est cette étrange substance compressible qui jaillit des objets tangibles, que ce soit un atome, une molécule d'ADN, un livre ou un piano, et qui, après des séries de transformations complexes impliquant les sens, vient se loger dans notre cerveau conscient. On est rendu à ce genre de débat-là. Alors, ici, on dira, par exemple, John Wheeler, en 1989, oui, qui est un physicien américain très célèbre, qui dit « Toute chose provient-elle de l'information ?» se demandait Wheeler. « Est-il possible que tout ce qui nous entoure ne soit que les manifestations d'un vaste maelstrom de 0 et de 1? Est-il possible de reconstruire les lois de la physique ?» Non seulement de reconstruire les lois de la physique, mais aussi l'espace, le temps et la matière en termes purement informationnels. Or, tout ce dont on parle, lorsqu'on parle de l'infiniment petit et qu'on essaie d'en percer le mystère, vous savez, nous paraît ne pas coller à aucune réalité dans notre univers. Et pourtant, si vous voulez, ce sont ces équations-là, ce sont ces recherches-là, ces travaux-là qui permettent de déboucher sur, par exemple, l'ordinateur, sur la mémoire de l'ordinateur, etc., entre autres choses. Hein. Je reviendrai éventuellement, mais très bientôt, sur cette question-là pour vous dire jusqu'à quel point il y a un décalage insensé entre le fait qu'on n'y comprend rien et que pourtant on est capable d'utiliser ces lois-là pour faire avancer la science, faire avancer la technologie également. Vous comprenez?
On est rendu là. Je ne peux pas vous en parler dans d'autres termes que ceux-là, en essayant, du moins si j'essaie d'être un peu cohérent, puis par rapport à ce que je lis et dont je ne comprends que la plus petite partie, je vous le dirai. Alors, il s'agit d'abord dans la communauté des physiciens, c'était de comprendre comment ces lois de la matière macroscopique, là c'est le vrai monde dans lequel nous sommes, si c'est ça le vrai monde, hein, étaient reliées au comportement microscopique des molécules, oui ou non. On n'est quand même pas dans deux univers, mais pourtant on n'arrive pas à mettre les deux ensemble. C'est là qu'est le problème, s'il y en a un. Hein? C'est comme si tout à coup, mystérieusement, qu'en voulant avancer dans notre démarche pour creuser le plus loin possible, l'infiniment petit, pour tâcher de comprendre en quoi consiste la matière, on débouche sur quoi? On débouche sur l'esprit. On débouche sur quelque chose qui est mental, si je peux dire, qui n'est plus physique. Voilà. Alors, on parle de calcul démoniaque qui pourrait permettre de tout connaître des molécules et attribuer l'entropie une valeur nulle, etc. J'essaie de faire un petit peu de nettoyage en passant à travers tout ça pour essayer d'être plus clair. Il n'y a pas de solution. Hein? La naissance de la mécanique quantique, donc, les physiciens ont été acculés par les étrangetés découvertes dans les recoins ultimes de la matière. Nombre de physiciens ont pressenti très tôt la nécessité de passer de l'autre côté du miroir, voyez-vous. On dit ça pour nous donner une idée de la perplexité des physiciens qui sont à travailler sur ces équations. Alors, il a fallu attendre le développement de la théorie mathématique de l'information par Claude Shannon, par exemple, au début des années 50 et sa rencontre avec la théorie quantique au milieu des années 80 pour que cette posture informationnelle commence à devenir un programme de recherche scientifique. Un programme d'autant plus séduisant que la théorie de Shannon et la physique partagent le même objectif, comprimer au maximum l'information. De fait, cette compression est le seul moyen d'évaluer la quantité d'informations contenues dans un message, etc. Bon, sauf que maintenant, ce sont tous les concepts utilisés par la physique pour décrire le monde, c'est-à-dire l'espace, le temps, la matière, les lois qu'il s'agit de réinterpréter en termes d'information. Un programme qui ne pourra sans doute être réalisé qu'en réinterprétant la théorie de la relativité générale d'Einstein, à qui est dévolue la description des relations entre la matière, le temps et l'espace. Et donc, on va vers une réinterprétation, une nouvelle interprétation, mais une nouvelle même, je dirais, réinterprétation des recherches d'Einstein, entre autres, de Schrödinger aussi, de Dirac, etc. Il y a comme un réseau d'échange d'informations. Voilà ce que c'est, que l'univers est comme un réseau d'échange d'informations. Un peu comme une cotte de maille, vous savez, qui, vue de près, n'est pas une surface, mais un enchevêtrement de petites boucles. Ah, voilà une image qui nous permet de comprendre. Tu regardes d'un peu loin, puis tu dis, ah, c'est une surface métallique. T'approches et tu t'aperçois que c'est peut-être encore une surface métallique, mais elle n'est pas unie, elle est faite de petites boucles. Une démarche, donc, qui exploite les méthodes issues de la gravité quantique à boucles, actuellement développée pour réconcilier les théories quantiques et relativistes. C'est pas simple non plus, ça. Hein? Alors, à propos, ça, c'est plutôt pour l'espace. Là, et pour ce qu'ils disent du temps, là, c'est un peu décourageant. Ils disent, en ce qui concerne le temps, parce qu'on a parlé de l'espace au cas où que vous n'auriez pas saisi le message, mais en ce qui concerne le temps, il y a de belles idées, mais encore confuses. C'est ainsi que se termine notre émission aujourd'hui. Je rappelle que j'ai puisé ces informations qui ont pu vous paraître quelque peu délirantes dans cet ouvrage de Science et Vie, le numéro 1057 d'octobre 2005, avec le titre « Le monde existe-t-il vraiment ?» Oui, et c'est vraiment dans cet article-là qu'on parle des films Matrix.
comme étant un exemple justement de ce que serait peut-être la réalité. J'aurai l'occasion d'y revenir. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, donc 20h, Maritime 21h. Relations transcendantales, Nicole Dumais. Animation, Jacques Languirand. Réalisation, mise en onde et choix musical, Marc Fortin. C'était Par quatre chemins.